je vais vous parler de la Toison d'Or. Mais aujourd'hui, je vais parler en langue française. Je ne vais pas parler un Français de Tunisie, je vais parler un Tunisien qui parle français. Je vous expliquerai à la fin pourquoi aujourd'hui je parle français. Donc je voulais vous parler de la Toison d'Or. Qu'est-ce que c'est que la Toison d'Or? Vous connaissez, c'est un nom courant ici en Belgique par exemple. Nous avons la Toison d'Or, c'est le nom d'un cinéma. Nous avons Avenue de la Toison d'Or. Donc c'est un nom qui est important parce qu'il réfère à la culture grecque. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est relatif au mythe de Jason. Jason est à la recherche de la Toison d'Or. Et la Toison d'Or va lui donner l'immortalité. Donc pour gagner l'immortalité, il doit avoir la Toison d'Or. Ça c'est le mythe. Alors permettez-moi en fait d'analyser le mythe. Le mythe, il est toujours relatif à la vie sociale. Qu'est-ce que c'est que l'immortalité? L'immortalité, c'est la vie. Et la Toison d'Or, c'est ce qui va permettre de vivre. Alors Jason dans le mythe de l'Antiquité grecque, se retrouve bloqué dans une mer où il est submergé de poissons et subitement la marée, il se retrouve bloqué dans un lieu où il n'y a que du poisson. Et donc il a trouvé la Toison d'Or et ensuite cette mer va se dégager et le poisson va se libérer. Alors où se trouve cette Toison d'Or? Cette Toison d'Or, c'est le golfe de Bougrara. Le golfe de Bougrara à Gerba, c'est cette fameuse mer de Triton, la mer de Triton qui est une mer un peu bloquée, dans laquelle les poissons s'engouffrent et ils sont bloqués à marée basse, et donc la mer devient très poissonneuse, et subitement, quand arrive la marée haute, le poisson est libéré et il va en haute mer. Et cette mer de Triton, c'est c'est le golfe de Bougrara, dans notre langue tunisienne. Voilà, donc vous voyez que, bon, vous savez aussi que Tunis, que le sud, que Djerba ont une culture grecque, parce que nous sommes dans la culture grecque avant d'avoir d'autres dominations culturelles. Nous avons été des Grecs, quand vous pensez par exemple à Hercule, le fameux Hercule. Hercule, c'est Héraclès. Et Héraclès, il vient d'où? Il vient de Capès, qui est la ville de... Non, qui vient de Capessa, pardon. Qui vient de Capessa, et Capessa, c'est quoi? C'est un très vieux nid humain qui s'appelle Gafsa. Donc c'est un lieu de mine, et donc c'est un lieu d'homme fort, et c'est ce qui a donné Héraclès, Hercule. Donc vous voyez que le personnage d'Hercule est un personnage de la culture grecque, mais ça c'est relatif au sud de la Tunisie, tout comme Tekapes, c'est la fameuse oasis de Gabès. Donc Gabès, Gafsa et l'île de Djerba. Donc vous voyez que la Toison d'Or, elle est inconnue en Tunisie. On ne connaît pas cette culture grecque. Mais la Toison d'Or, on en parle en Belgique parce que la Belgique, en tant que région francophone, même en Amérique, on a récupéré la culture grecque antique. On s'approprie des cultures, on s'approprie ça. Alors que nous avons été directement concernés par la culture grecque. Nous avons dans notre langage beaucoup de mots grecs qui perdurent encore. Le fameux, je vous ai parlé des ecclésias, qu'on donne en arabe, l'ikhlas, mais ça vient de la culture grecque. Donc il y a beaucoup de choses de notre culture grecque antique, parce que la culture grecque, ce n'est pas uniquement la Grèce, c'est toute la Méditerranée. Ensuite, elle va être une culture gréco-latine, puis romaine, puis etc., etc. Voilà. Donc la fameuse Toison d'Or, celle qui va vous donner l'immortalité, ça veut dire c'est celle qui va vous donner la survie, le pouvoir de vivre, eh bien elle se trouve dans la fameuse mer de Triton, la mer de Triton qui n'est autre que le golfe de Bougrara. Et toutes ces choses-là, je les retrouve pas à travers la culture arabe, pas à travers la lecture de livres arabes, s'il y en avait. Je trouve ça dans la culture francophone. On trouve ça même dans la culture anglaise, on trouve ça dans les livres. Donc moi, je valorise notre patrimoine culturel en ayant accès à la langue française.
Donc, je reviens à vous dire pourquoi est-ce qu'aujourd'hui j'en arrive à parler uniquement en langue française, parce que j'étais franchement fâché, hein, fâché par le propos d'un député qui, aujourd'hui, s'attaque aux francophones. Mais la Tunisie, depuis l'indépendance, qu'est-ce que vous parlez de francophones? Mais les francophones, ils ont perdu leur place depuis longtemps. Le peuple, il a été filtré, le peuple tunisien. Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que les francophones, qu'est-ce qu'ils font? Les francophones n'ont pas de place. Les francophones n'ont plus de solution, ils doivent trouver la solution dans l'immigration. Les francophones, depuis longtemps, n'existent plus. Enfin, n'existent plus. Donc, vous savez, après l'indépendance, on pratiquait beaucoup le français. On connaissait le grec, on avait des amis italiens. Tout ce multilinguisme était dans nos oreilles. On parle facilement l'italien, on apprend le grec, on connaît le français. Vous savez que la bonne de Tunis parle français, parlait français. La bonne parlait français. Et donc nous sommes très imprégnés par cette culture française qui est notre capitale, qui est un capital. Et en plus, nous avons une langue française de Tunisie, comme on a une langue française du Canada, comme on a une langue française de Belgique. Nous avons aussi notre langue française de Tunisie, avec ses expressions. Il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, je vais essayer d'être uniquement francophone. Mais si on me laisse parler, mon émotion tunisienne ressort immédiatement. Dans l'accent, dans l'intonation, dans l'humour, dans la façon d'exprimer les choses. Donc cette culture française, elle nous appartient, c'est pas la France, c'est la culture française. Tout comme la culture grecque n'appartient pas aux Grecs. C'est la culture grecque antique, mais elle n'appartient pas à la Grèce. La Grèce, elle récupère en disant « Ah oui, la Grèce, elle a été prestigieuse ». Mais non, c'est la culture grecque qui a été prestigieuse dans tout le bassin méditerranéen, c'est pas la Grèce. Vous savez qu'en Grèce, par exemple, ils reconstruisent des monuments pour valoriser l'histoire et accaparer toute la culture grecque. Attendez, la culture grecque, c'est toute la Méditerranée. C'est tout le monde, c'est la base de la connaissance qui va se transmettre après en Occident, en Europe. Donc vous voyez, c'est pareil que pour la culture française. La culture française, c'est pas la France. La culture française, c'est une langue, c'est une connaissance, et elle se développe dans chaque endroit. Alors, nous avions, j'allais dire la chance, d'avoir eu le soi-disant Bourguiba, qui est un laïc francophone. La vérité, enfin bon, j'ai eu l'occasion de vous dire que c'était pas vrai. Que quand il y a eu le fameux conflit Ben Youssef et Bourguiba, et Ben Youssef, quand on a eu ce conflit entre les deux personnalités politiques, le plus excessif n'était pas Ben Youssef. Ben Youssef était un constructeur de l'État, Bourguiba était un politique qui jouait avec la violence pour perturber, pour récupérer le pouvoir. C'est un politicien, Bourguiba, c'est autre chose. L'autre était un économiste, mais l'histoire a été traduite différemment. Bon, peu importe, je ne vais pas tomber sur ce sujet. L'idée, c'était la langue française de Tunisie. Et quand la Tunisie a eu son indépendance, c'est-à-dire qu'avec la France, nous devenions des États indépendants, souverains, qui se disposaient à travailler dans la coopération. Et dans tout le courant des années 60, nous avons eu des profs français, nous avons eu des bourses d'études en France, on a eu beaucoup d'avantages pour travailler, mais nulle part il n'était écrit que la langue française était une langue officielle. C'était la langue administrative. Dans tous nos documents, dans toutes nos archives, il y a toujours la langue française qui est présente. Mais nulle part il n'est écrit que la langue française est la langue administrative de la Tunisie. Par contre, il est déclaré que la langue arabe est la langue officielle du pays. Alors, l'arabe, il y a une confusion. Quand on parle en tunisien et qu'on dit arabe, on entend tunisien, on entend le mot tunisien. Mais quand on écrit arabe, ça veut dire c'est l'arabe officiel, donc ce n'est plus la même langue. Ce sont deux choses différentes. Et alors, donc dans toutes ces années 60, nous étions dans la coopération. Vous vous souvenez, nous avions la Raiuno, nous avions une communauté italienne importante, nous avons vécu dans un cosmopolitisme et tous les enfants qui ont vécu
les années 60, nous avons dans nos oreilles toutes ces connotations grecques, et les Maltais, et les Siciliens, et les Sardes, mais ils parlaient notre langue très facilement, parce que c'était une langue méditerranéenne, leur dialecte originel était proche du nôtre. Le maltais apprenait très vite l'arabe tunisien, de même que les dialectes siciliens, de même que les sardes. Donc vous voyez que nous avons une authenticité, nous avons quelque chose. Et quand vous déclarez, quand l'article 1er de la Constitution déclare que ce pays, que ce peuple de Tunisie, il est arabe et musulman, attendez, c'est une vision assez restrictive. Vous oubliez l'histoire, vous oubliez les influences espagnoles. Nous avons des familles qui sont là depuis plus de 300 ans. Chacun a son récit. Les uns sont venus dans la contrebande il y a 200 ou 300 ans, les autres sont venus prisonniers, les autres ont été enlevés. Pardon, c'est inévitable, je parle toujours tunisien, français. Et donc nous avons l'histoire, notre histoire de nos communautés, de gens qui ont vécu. Et qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où on a déclaré que ce pays était arabe et musulman, ben, les gens ne se reconnaissent plus. Donc toutes les minorités ne se retrouvaient plus dans cette identité de l'État. Que restait-il donc? Eh bien, il fallait partir. Et toutes les minorités sont parties, parce qu'elles n'avaient pas de place en Tunisie. Elles n'avaient pas de place. Et aujourd'hui, c'est autour de qui? Aujourd'hui, c'est autour de qui? On attaque aujourd'hui les francophones tunisiens musulmans. Comme quoi, ils ne seraient pas des citoyens à part entière en Tunisie. Et on commence à toucher aussi les Beldia. Les Beldia, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ne sont pas, tu sais, sanguinement, originairement de Tunisie, mais qui sont un peu turcs, un peu ottomans, un peu husseinites, et que donc ce serait quasi des étrangers. Alors on commence aujourd'hui à nuancer les Beldia. On commence aussi à nuancer ceux qui ont une double nationalité. Mais attendez, quand vous voyez comment évolue ce pays, il est normal que les gens trouvent une autre solution dans un deuxième passeport. Mais c'est naturel. Et en fait, c'est une jalousie. Et on voudrait empêcher ces gens-là. On va pas les laisser aimer leur pays. Ils ne peuvent pas aimer leur pays. Donc ce qui s'est passé avec, je ne dis pas les pieds noirs, mais les pieds gris, qui étaient les Français de Tunisie, les Corses de Tunisie, tous ces gens qui vivaient chez nous, ils sont peu à peu partis. Et ce qui est marrant, ce qui est dommage, c'est que tous ces gens-là, vous les verrez, ils sont très nostalgiques de la Tunisie, mais ils parlent de la Tunisie comme si ce n'était pas leur pays. Ils vous disent « Oh, la Tunisie, quel beau pays !» En fait, c'est un affectif, mais ils ne déclarent pas que la Tunisie est leur. Mais c'est normal, puisque la Constitution a déclaré l'identité d'un peuple. Donc elle a donné une vision extrêmement restrictive, et tunisien, celui qui est arabe et musulman. Donc celui qui n'est pas arabe et qui n'est pas musulman ne se reconnaît pas. Et donc tout ce bouleversement que nous avons connu dans les années 50 et 60, en fait c'est un bouleversement de stratégie. Disons qu'il y avait un pouvoir de France, franco-africain, un bloc très important. Il y avait un bloc américain qui était une puissance naissante. Il y avait un bloc communiste des Russes. Et puis, bon, quelques puissances d'Allemagne économique, quelques puissances d'Italie, etc. Et tout ce mouvement décolonial va bouleverser tout ça, c'est-à-dire que la France va être réduite à son hexagone. Elle va à la grande satisfaction des Américains, il faut le savoir aussi. Hein. Donc les Américains, évidemment, ils ambitionnaient la première place mondiale, donc ça ne leur déplaisait pas de voir la France se couper de son empire colonial. Les Russes, eux, par contre, ils essayaient de récupérer, ce qui ne les empêchait pas d'avoir des républiques soviétiques sous la dépendance de l'Union soviétique. Bon, c'est pour vous dire qu'il y a toute une stratégie, on a perturbé ce peuple tunisien. Mais bon, vous me direz c'est du passé, mais le passé, il est en train de se répéter aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes en train de porter une atteinte à ce qui n'est pas authentiquement arabico-musulman. Attendez, on touche à la liberté de conscience. Vous pouvez être libre de croire ou de ne pas croire, de prier ou de ne pas prier. Et puis votre langue, c'est la langue tunisienne, c'est pas cette langue. Quand vous voyez ce qui s'est passé, par exemple, à la prestation de serment,
Oqsimu billah. Est-ce qu'en langue tunisienne, on dit Oqsimu? Mais vous savez qu'est-ce que ça veut dire, Oqsimu? Oqsimu, ça veut dire trancher. Pourquoi est-ce que vous voulez nous ramener cette fitna dans notre langage à nous? Nous, on dit, dans notre langage tunisien, Bilal Ilah, au nom de Dieu. On ne dit pas au nom de Dieu, je suis disposé à fracasser, à casser. Attends, c'est quoi ça? Ça veut dire que si tu n'es pas d'accord avec moi, je vais te briser. Je vais briser pour un objectif. Attendez, mollo les gars, nous sommes un pays paisible, nous avons une langue paisible, nous avons une langue pleine d'humour, nous sommes un peuple pacifique, nous avons une culture de paix. On n'est pas dans la guerre, on n'est pas dans la fitna, on n'est pas dans ces choses-là. Alors, je vous dis, aujourd'hui, on est en train de... quelques députés qui se sont arabisés, parce que la langue arabe est une langue étrangère. C'est une langue étrangère, je vous le dis. Regardez la perception, la structure grammaticale. D'abord, c'est un alphabet compliqué. Tous les pays du monde ont adapté leur alphabet. Si vous voyez un pays comme Malte, qui était proche de nous, en 1824, a adopté un alphabet maltais, dans lequel il reprend le latin, et puis il y a des connotations qui n'existent pas en français, il les a créées. Les Turcs ont fait ça aussi dans les années 1918, peut-être 1920, je ne sais plus à quelle période, mais ils ont adapté l'alphabet. Les républiques soviétiques aussi, dans les années 30-35, ont adapté un alphabet pour pouvoir pratiquer leur langue nationale. Et nous restons encore bloqués aujourd'hui en 2020, nous restons bloqués aux recommandations établies au sommet arabe, ou le sommet, je ne sais pas qui s'est passé en Égypte en 1920, puisque la question avait été posée pour savoir si on devait adopter un alphabet adéquat à la langue ou pas. Et puis la recommandation était de non, on pouvait garder l'alphabet arabe. Et oui, mais en conséquence, nous sommes obligés, nous, d'aller vers l'arabe, et non pas de développer notre propre langue qui a ses racines, qui a son identité, qui a sa façon de parler. Et je vais vous dire, la langue tunisienne est ouverte sur le progrès, la langue arabe est fermée sur elle-même. La langue arabe est une langue trisyllabique. Ça veut dire que quand vous dites quelque chose, vous revenez à la racine du mot, à la racine thulathi du mot, à la racine trisyllabique pour créer un mot. Attendez, il n'y a pas d'ouverture. La langue tunisienne, elle est encore dans la structure sujet, verbe, complément, adjectif, précision du mot. Si je n'ai pas le mot adéquat, je vais le chercher ailleurs. Comment je vais dire anachronique, ou comment je vais dire synthèse, ou comment je vais dire... Il y a beaucoup de mots. Je vais chercher l'origine arabe pour essayer d'expliquer pour parler. Alors que la langue tunisienne, c'est une langue ouverte. Ne vous a-t-on pas dit que la Tunisie était un creuset de culture, était un carrefour de civilisation? On est un plat pays. Edi Nuira, pardon, le premier ministre de la Tunisie, a dit ça dans les années 70. Il a dit, nous sommes un pays plat. À chaque fois qu'il y a eu des envahisseurs, on lui a dit bienvenue, welcome. On s'est marié, on a fait des enfants avec, on a créé finalement cette identité tunisienne. Et on prend les mots, on apprend. Nous sommes positifs. Nous sommes dans un multilinguisme dans les années 60. Même si vous n'aimez pas Bourguiba, eh bien nous sommes baignés dans ce bain multiculturel, multilinguiste, qui fait que le Tunisien peut s'adapter à toutes les langues. Il est capable de prononcer toutes les langues. Et aujourd'hui, vous sabrez, regardez la nouvelle génération, mais ils connaissent que l'arabe pur. Mais je ne comprends pas des gosses qui parlent. Je ne sais plus parler avec eux. Ah, je sais rigoler. Ça, oui. L'humour, on l'a gardé. Oui, ça, c'est vrai. Donc, vous voyez... ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, il y a quelques jours, là, un député s'est attaqué les francophones. Je sais qu'il est minoritaire. Mais tout le gouvernement est comme ça. Toute l'évolution est comme ça. C'est pas une exception. C'est un symptôme, ce gars-là. Issa Hafs, je ne sais pas comment il s'appelle, j'ai oublié. Il vaut mieux pas retenir son nom. Mais il est député au Parlement, à l'Assemblée nationale. C'est quand même pas... C'est un représentant du peuple, quand même. Hein. Donc, la notion de peuple a été purifiée. Vous savez, vous entendez le mot purifié. Elle a été purifiée. Ça veut dire qu'on vous donne une identité et on vous donne une langue.
Attendez. Et où est la liberté de conscience, la liberté individuelle, la personne humaine, le récit? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'êtes pas tunisien si vous êtes, c'est rien, sans mêler ou si vous aimez la Tunisie, si vous voulez vous installer en Tunisie, peu importe. Allez, vous êtes né en Sibérie, vous aimez la Tunisie, pourquoi pas? Non, on vous l'interdit. Vous ne serez jamais un Tunisien. C'est quoi ça? C'est une purification. Il y a l'amour des gens. Et ça veut dire que nous avons de prestigieuses personnalités originaires de Tunisie. Et ce qui est dommage, c'est que ces gens-là ne se revendiquent jamais de la Tunisie. La Tunisie, comme je vous dis, oh, c'est un beau pays que j'ai envie de visiter. Espèce de con, tu viens de Tunisie, toi. Tu es originaire de Tunisie. Tu es originaire de Tunisie, mais tu ne te clames pas tunisien. Pourquoi? Parce que l'identité a été définie, le peuple a été défini. Il a été défini arabe et musulman par l'article 1er de la Constitution. Et aujourd'hui, ça va très loin, parce que les francophones, ils ont bousillé ce pays. Attendez, mais les francophones, c'est l'ouverture. C'est l'ouverture sur la culture, sur la connaissance. C'est une langue. Et cette année, nous organisons le sommet mondial de la francophonie pour très bientôt. Et regardez le modèle que l'on donne, déjà avec le président. Est-ce que le président parle votre langue? Est-ce que le président de la République tunisienne aujourd'hui est un Tunisien? Dites-moi. C'est-à-dire que moi, je suis un étranger, je deviens un étranger, et c'est exprès qu'aujourd'hui je parle français. C'est exprès. J'essaie de parler français, pas français tunisien. Donc moi, je deviens un marginal, et lui, il est un... Non, lui c'est pas un Tunisien. Lui, et tout le gouvernement, regardez-les, ils prêtent serment dans... Oh, c'est mobilé, qu'est-ce que vous rassamez le lait? Qu'est-ce que c'est quoi ça? Vous connaissez la signification de Oqsim Billah? Attendez, mais vous dites n'importe quoi. Il y a des mots que je ne peux pas prononcer, moi, en tant que Tunisien. Je peux pas. Je peux pas. Là, excusez-moi. La nature revient toujours. La nature revient toujours. La nature, je veux parler français aujourd'hui, et uniquement français. Mais il n'y a rien à faire. Les intonations tunisiennes reviennent inévitablement, même si j'essaie de maîtriser de me maîtriser. Donc, vous voyez, ce peuple tunisien a été purifié au sens nazion. Et vous savez, nous sommes la Tunisie, nous ne sommes pas l'Algérie, nous ne sommes pas l'Égypte. Donc chacun fait ce qu'il veut chez lui. D'accord? Si Boumedienne, il pense que la francophonie est une arme, ce n'est pas notre opinion. Ce n'est pas notre opinion, c'est son opinion à lui, et je ne sais pas si tous les Algériens sont d'accord avec lui. Et ce gars-là, ce Boumedienne, il a fait beaucoup de mal à l'Algérie. Et ce que les gens ne savent pas, c'est qu'avant, d'abord il était marié avec une Française, il maîtrisait le français, et avant de mourir, il a eu un contact très privilégié avec Giscard d'Estaing, qui l'a accompagné, qui l'a aidé, qui l'a soutenu. Et Boumedienne a dit il voulait changer sa relation à la France. Alors que Boumedienne est celui qui a mis les armes, c'est lui qui a brandi les armes face à la France, avec son nationalisme exacerbé. Et l'Égypte, c'est autre chose. L'Égypte a une culture arabe, et c'est pas comme la Tunisie. Nous, la Tunisie, l'Égypte, elle est un pays à elle seule. Nous sommes un pays ouvert. Quand vous voyez toute l'histoire, nous avons eu tous les Koroglis, tous les Ottomans, qui chacun venait d'un endroit où nous avions une diversification, une diversité de peuples assez étonnante. Et alors on a sabré sur cette richesse sociale. C'est-à-dire quand les nazis, ils étaient dans leur nationalisme germanique, nous, la Tunisie et l'Afrique du Nord, en général, nous étions dans le cosmopolitisme, dans la richesse des nations, la richesse des cultures, la richesse sociale. Et pourquoi Bourguiba, qui est un laïc, qui est un francophone, pourquoi a-t-il soutenu cet l'article 1er de la Constitution, pays arabes et musulmans? C'est une question de pouvoir, c'est de la démagogie, tout simplement. Alors là encore, vous voyez, le mot démagogie est un mot qui vient de l'arabe. La culture française a emprunté un mot pour exprimer un sentiment qui n'existe pas, et donc on a le mot démagogie n'existe pas en arabe.
Donc il va de l'arabe au français, et du français, on le ramène à l'arabe pour dire démagogie. Et maintenant on comprend, parce qu'on connaît le français. Donc vous voyez, cette fermeture à la langue, la précision des mots. Prenez la langue française pour exprimer quelque chose, tous les mots ne sont pas équivalents. Tous les mots ne sont pas équivalents. Je n'ai pas d'exemple précis à vous donner, mais souvent c'est un mot inadéquat. Inadéquat. Donc il faut trouver le sens exact. Mais l'arabe n'a pas cette diversité, n'a pas cette richesse. Un mot, c'est un mot. Un mot, c'est un mot. Le khimar, c'est la tente, c'est le voile, et on s'arrête là. Bon, on peut pas. Et aujourd'hui, nous allons regarder notre gouvernement. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, en 2020, à la télévision tunisienne, lorsqu'un entraîneur de foot parle français, on est obligé de traduire pour que le téléspectateur comprenne. Et on le traduit en quoi? On le traduit en langue littéraire, que le Tunisien ne comprend pas. Je vous disais que dans les années 60, la bonne, elle parle français. La bonne analphabète parle français. Tout le monde parle français. Et nous avions ce bilinguisme naturel. Rajoutons l'italien, rajoutons toutes les autres langues que l'on connaît. Et tout ça s'est perdu. Tout ça s'est perdu. Toutes les minorités ont quitté le pays. Et aujourd'hui, les francophones ont quitté le pays. Et aujourd'hui, les gens qui ont essayé de trouver une réserve, bon, on ne va pas leur en vouloir de prendre une sécurité ailleurs, d'être ouvert à la culture. Par exemple, notre candidat Karoui, Nabil Karoui, notre candidat Nabil Karoui. Pourquoi il a été embêté? Parce qu'il vit à l'occidental, parce qu'il a des cartes de crédit, parce qu'il vit au rythme européen. Alors ça, on n'en peut pas de ça. Ah, parce qu'on est encore dans les vieilles lois. Par contre, l'autre là qui est resté sur une chaise toute sa vie, qui n'a jamais écrit un texte, lui c'est le... Et puis avec quelle démagogie, il parle comme si c'était un nationaliste et il faut lui faire confiance. Mais l'autre, il est dans les affaires, l'autre, il est dans le business, l'autre, il est dans l'ouverture du monde. Alors on lui a fait un petit coup monté, je ne sais même pas si c'était volontaire, mais en tout cas ça a été très conséquent. Ça veut dire que l'existentialisme est encore d'actualité en Tunisie. 50 ans ou 60 ans après 50 ans ou 60 ans après l'indépendance, nous sommes encore bloqués dans des questions existentielles. Et vous savez, moi j'ai vécu les années 60, on a quitté la France dans la coopération, dans le pacifisme, dans l'alliance. 50 ans après, quand j'écoute les discours, certains propos, ils sont anti-français, mais attendez, ils ne se souviennent pas de l'époque des années 60. Mais nous n'avons jamais été en guerre contre la France. C'est notre principal partenaire. Et si nous étions restés de forts partenaires, eh bien sans doute que la Tunisie serait, avec la France, une puissance mondiale, probablement. Bon, on n'a pas fait ce choix. On a voulu se couper, mais aujourd'hui, on est en train de diaboliser. Alors, voilà. Donc le peuple, il a été purifié, et aujourd'hui, c'est pas fini. Aujourd'hui, on s'attaque, je vous disais, on s'est attaqué à toutes les minorités italiennes, maltaises, espagnoles qui existaient en Tunisie, et même les Israélites. C'est fini. Ils aiment leur pays, ils aiment beaucoup leur pays. Si vous regardez leur ADN, il est comme le vôtre et comme le mien, c'est-à-dire qu'on est très proches les uns des autres, dans la culture, dans la façon de prier, la façon de parler, la façon de rire, la façon de manger, la façon de vivre. On a des tas de points communs, enfin on est assimilés, on est les mêmes. Eh bien, subitement, ces gens-là ne s'en sentent plus part du pays. Et alors, bon, ils sont partis, mais on ne peut pas leur en vouloir. On peut s'en vouloir à nous. Pourquoi est-ce que notre gouvernement a accepté de laisser l'hémorragie sociale? Pourquoi n'a-t-il pas laissé de place aux minorités? Pourquoi a-t-il laissé les gens partir et quitter le pays? Pourquoi? Parce que plus eux ils partaient, plus les gens du pouvoir prenaient dans leur poche. C'est ça la réalité. Donc ils avaient des avantages personnels dans la perturbation de leur peuple.
Bon, vous me direz, ça c'est le passé, on n'en parle plus. Mais le passé est toujours d'actualité. Aujourd'hui, on s'attaque aux francophones, on s'attaque à ceux qui ont une double nationalité. Ceux qui n'acceptent pas le mouroir tunisien, ils ne peuvent pas, ils étouffent, ils étouffent. Ils ont besoin de l'Europe, ils ont besoin du monde, ils ont besoin de voyager, ils ont besoin d'être au courant de l'actualité, des foires, des marchés internationaux, de ce qui se passe dans le monde. On ne peut pas rester fermé. On ne peut pas rester fermé. Et donc ceux qui sont dans la fermeture, dans l'arabisation, l'islamisation, ils sont tous... C'est quoi ça? Mais le Coran vous dit... Excusez-moi, je dois parler en arabe. Le Coran vous dit « La ta'boudou ». N'acceptez pas l'idolâtrie. Et ils sont tous là à idolâtrer. Attendez, nous sommes au Parlement, nous sommes à l'Assemblée nationale, nous sommes là pour le bien du peuple. C'est quoi tout ce cinéma, tout ce cinéma religieux? Mais c'est inadéquat. C'est pas le lieu. Allez prier dans une mosquée, allez faire votre serment si vous voulez. On est en train de se soumettre au nom de Dieu pour faire passer des lois. Non, non, c'est un lieu civil. C'est un lieu civil, le Parlement. De même, ce gouvernement tunisien qui vient d'être nommé, soi-disant par des gens laïcs, parce que laïque c'est devenu quasi une insulte, alors que laïque ça veut dire tout simplement le principe de neutralité de l'État. L'État est neutre à l'égard des cultes. C'est-à-dire que votre culte c'est votre affaire privée, votre façon de penser c'est privé. Mais il y a la sécurité collective, le bien-être collectif, l'harmonie collective. C'est ça. Voilà. Donc vous voyez, depuis plusieurs jours, j'ai écouté ce propos, et si je vous en parle, ça veut dire que la menace est là. On commence déjà à distinguer les beldia. Les beldia, pourquoi les beldia? C'est-à-dire qu'on est en train de se dire, ah oui, mais c'est des gens qui ils sont pas tunisiens, hein. Khaït Sepsi, les Sardes, ou les je ne sais pas d'où. Qu'est-ce que vous racontez? Parce qu'il y a 300 ans... il a peut-être un peu de sang européen, mais non, on a tous un peu de sang méditerranéen, on a tous, tous les Tunisiens. Alors que c'est devenu un... attends, c'est quoi? Mais c'est du nazisme. C'est du nazisme, nous sommes en train d'évoluer vers du nazisme, nous sommes des nazions. Nous sommes des nazions. Et ces incultes ont le pouvoir, ils sont à l'Assemblée nationale, ils ont été élus. Par démagogie, ignorance, de toute façon, peu importe. Ils sont là, ils s'expriment. Voilà. Alors on a parlé des minorités, les Noirs. Bon, vous savez, j'aime pas trop la victimisation, honnêtement. Les femmes, non, ça aussi. J'aime pas dire non plus le mot juif, les Israélites. Maintenant, c'est les francophones. Et puis après, c'est les Beldia. Et puis, où c'est qu'on va comme ça? Il n'y a pas de place pour tout le monde dans le pays. On ne peut pas être tunisien, c'est pas possible. Vous savez, un jour, je me souviens, un ami à moi qui a fait la même école que moi, m'a dit, tu sais, Karim, nous sommes minoritaires dans ce pays. Je dis, j'ai même pas compris. Comment est-ce qu'on est minoritaire? Nous sommes pleinement tunisiens. Qu'est-ce que tu viens me raconter, on est minoritaire? Et en fait, il entendait que nous sommes de culture française, mais française de Tunisie. On parle français, mais un français de Tunisie. Parce que la langue française vous permet de vitaminiser le discours, de parler d'autre chose, de ne pas revenir à la sourate de la Fatiha, ou je ne sais pas trop quoi. Il n'y a pas que ça dans la vie. C'est l'ouverture à la connaissance, c'est l'ouverture à la science, c'est l'ouverture au débat, c'est etc., 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 etc. Et puis, j'ai mis du temps à réaliser, mais aujourd'hui, il faut dire que il faut affirmer notre place. Il faut affirmer notre place. Voilà. Ok. J'espère que c'est pas brouillon, je peux parler en général. Et on a fait combien de minutes aujourd'hui? 34 minutes. Ok, je vais m'arrêter là. Et mon propos commençait en fait, c'était pour parler de la toison d'or. La toison d'or, c'est cette richesse qui permet l'immortalité. Et cette toison d'or,
eh bien, ça fait partie de la culture grecque qui est arrivée en Belgique, dans le monde francophone, au Canada, aux États-Unis, alors qu'elle est originairement de Tunisie. Et personne ne sait que la Toison d'Or, c'est le golfe de Bouhrara, c'est l'ancienne mer de Triton. Jason s'est retrouvé bloqué, mais avec une fortune de poissons. C'était à marée basse. Et puis, vous savez, le golfe de Bouhrara, les eaux ne sont pas très profondes, il y a un ensoleillement, il y a les marées, comment dire, le mélange des eaux qui permet l'échange de minéraux, et ça devient une mer très très riche, et donc très attractive pour le poisson. Alors cette fameuse mer de Triton, ce fameux golfe de Bouhrara, qui a des couchers de soleil magnifiques. Les couchers de soleil à Bouhrara sont magnifiques. Les nids, les oiseaux sont extraordinaires. La diversité, la richesse du poisson est incroyable. Et aujourd'hui, allez voir l'état de ce golfe de Bouhrara. C'est une honte pour le gouvernement tunisien. C'est une honte. Il a détruit une richesse exceptionnelle, une richesse marine. Eh bien, la mer de Triton, c'est en Tunisie. La Toison d'Or, c'est en Tunisie. Mais rien n'indique cette référence à la culture grecque de Tunisie. Est-ce que nous devrions n'avoir que d'arabe? C'est tout ce qu'il y a eu en Tunisie. Apprenez votre histoire. Apprenez votre histoire. Voyez la richesse de ce pays. Nous avons l'une des histoires les plus riches au monde. La diversité des cultes, la diversité des cultures que nous avons eues. Et tout ça a été sabré au nom de l'article 1er de la Constitution. Alors on a éliminé toutes les minorités, on les a éradiquées, on a fait une reconquista à l'envers pour purifier le peuple tunisien. Et c'est pas fini, la purification n'est pas terminée. Oui, elle est pacifique, bien sûr. Bien sûr, on ne torture pas. Alhamdulillah. Le Tunisien revient. Excusez-moi. On ne torture pas, bien entendu. Mais on perd notre richesse. On perd. Vous savez, le fait d'avoir un pied en Europe, qu'est-ce qu'on peut ramener comme acquis à Tunis? Et si le flux était facile, vous savez qu'il y a des richesses extraordinaires qui sont mises à la poubelle tous les jours. Ben, ces richesses, au lieu d'augmenter la production et augmenter la destruction de l'environnement, ces richesses peuvent être réutilisées. Non. Comme la demande est insuffisante, parce que l'Europe est un pays extrêmement riche, on est complètement satisfait. Donc quand on n'a pas besoin de quelque chose, on le jette. Mais au lieu de le jeter, et qu'il y avait ce flux économique, commercial, facile vers l'Afrique du Nord, ben, il retrouverait une nouvelle vie. Et au lieu de couper du bois ou des palmiers, etc., on réexploite ces richesses. C'est une épargne. Enfin bon, ça c'est un sujet économique, c'est autre chose. Voilà. Ok. Allez, je vais m'arrêter là. Ça me tenait à cœur, cette histoire-là, de multilinguisme dans lequel nous avons été baignés, et cette purification vers laquelle nous allons. Et c'est ce qui me pousse aujourd'hui à parler français. Je suis un Tunisien qui parle français parce que je ne suis plus un Tunisien qui parle un français de Tunisie. Voilà. À bientôt.